Laïcité. 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 Bienvenue à l'UNSA Éducation pour notre série de podcasts dédiée à la laïcité. Une loi pour séparer les églises et l'État. Décembre 1905, la République française affirme un principe, la laïcité. En ouverture, j'aimerais vous demander votre définition préférée de ce terme de laïcité. France, c'est vrai, contient beaucoup à la laïcité, qui est d'ailleurs un des principes de base de la Constitution française. Cette laïcité, elle garantit à la fois la tolérance et la liberté de conscience. Mais disons, la laïcité permet à la société civile d'avoir sa propre vie. C'est ça le grand débat d'aujourd'hui. Pour ce deuxième podcast dédié à la laïcité, nous avons décidé de nous interroger sur les liens étroits entre la laïcité et la lutte contre les discriminations. Pour ce faire, nous avons rencontré Dominique Sopo, président d'SOS Racisme. Mais en préambule de cette interview, nous avons croisé Lilian Thuram à Créteil au congrès du SE-UNSA, syndicat des enseignants de notre fédération. Et nous lui avons demandé, pour lui, quel était le rôle de l'école dans la lutte contre les discriminations. La première des choses, c'est d'en parler librement aux enfants et de ne pas penser que c'est tabou et de partir peut-être des questionnements des enfants, c'est-à-dire de les entendre, essayer d'y répondre le plus intelligemment et le plus honnêtement possible et surtout de dire à tous les enfants qu'il ne faut jamais juger quelqu'un sur la couleur de sa peau, sur sa religion, sur sa sexualité, et que eux, jamais, ils doivent s'enfermer dans leur couleur de peau, dans leur religion, dans leur sexualité. Et il faut avoir le courage d'en parler. Et surtout si ils subissent en fait des violences. Je crois que c'est très important. Il faut pouvoir libérer la parole. L'UNSA Éducation remercie Lilian Thuram d'avoir répondu à notre question. Et maintenant, entrons dans le cœur du sujet avec notre interview de Dominique Sopo. Dominique Sopo est donc un agrégé de sciences économiques et sociales. Enseignant et militant de l'antiracisme, il est engagé depuis de nombreuses années en conciliant à la fois sa vie militante et sa vie d'enseignant dans son lycée. Il préside depuis 2014 SOS Racisme et s'affirme comme un acteur incontournable du débat sur les questions de lutte contre les discriminations, sur l'antiracisme et sur la citoyenneté. Alors on va commencer par quelque chose qui pourrait paraître très simple, mais qui mérite à mon avis d'être redéfini. C'est quoi les discriminations, Dominique ? Alors, les discriminations, c'est un élément qui peut être défini par la loi, puisque en France, relève de la discrimination un traitement différencié, et notamment défavorable, qui va être appliqué à des personnes en vertu d'un critère prohibé par la loi. En général, les secteurs qui vont être concernés, ça va être le travail, le logement, les loisirs, l'accès à l'éducation et aux services publics qui vont concerner l'essentiel des champs dans lesquels la discrimination va être prohibée en raison de toute une série de critères qui sont définis par le Code pénal dans son article 225-1, donc plus d'une vingtaine de critères aujourd'hui, dont les principaux, si je puis dire, seraient les critères liés à l'origine, liés au genre, liés à l'orientation sexuelle, à la nationalité et aux opinions des personnes, même s'il y a évidemment bien d'autres critères qui aujourd'hui ont été définis, tels que par exemple les questions de handicap ou d'apparence physique. Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi justement les discriminations sont contraires aux valeurs de la République ? Alors les discriminations sont contraires aux valeurs de la République et notamment au principe d'égalité, dans la mesure où la discrimination, c'est précisément une rupture
d'égalité entre les individus qui vont être donc traités justement différemment avec certaines personnes, puisque quand on parle de discrimination, on en voit l'aspect négatif, c'est-à-dire ceux qui vont être privés d'un accès au travail, au logement, au loisir, à un service public, à l'éducation notamment, ou qui vont y avoir accès dans des conditions dégradées, ou qui vont devoir payer plus dans l'accès au loisir, ou qui auront une évolution de carrière freinée, quand bien même ils auraient réussi à rentrer dans telle ou telle entreprise. Donc c'est évidemment contraire au principe d'égalité qui est très structurant du droit français, et c'est en toute logique que la loi française, en tout cas, affirme réprimer les discriminations, les rend illégales, avec des peines qui sont relativement lourdes, puisque une personne qui discrimine risque, pour des raisons racistes notamment, risque 3 ans de prison et 45 000 € d'amende, ces peines pouvant être alourdies lorsque la discrimination est le fait d'une personne dépositaire de l'autorité publique, ou lorsque la discrimination a lieu dans un espace ouvert au public. Donc c'est évidemment contraire au principe de la République, et c'est en toute cohérence que la loi française réprime ce type de pratique. Alors justement, vous êtes responsable associatif, mais aussi, et peut-être d'abord et avant tout enseignant. Est-ce que le monde de l'éducation est exempt et un petit peu à part dans cette question justement des discriminations? Est-ce qu'on a aussi des problèmes de discrimination dans nos établissements scolaires? Il y a évidemment des problèmes de discrimination de toute façon dans tous les espaces. Ce serait très étonnant qu'il y ait des espaces qui soient comme par magie préservés par des pratiques. D'autant plus que ces pratiques, certes, peuvent être conscientes, c'est-à-dire que consciemment, on ne veut pas que telle ou telle personne, si on prend le monde de l'éducation, accède à telle ou telle formation, ou une notation plus défavorable qui serait liée à l'origine de la personne, ou des problèmes aussi entre collègues, puisque le monde de l'éducation, c'est non seulement évidemment un monde de rapport entre des enseignants et des élèves, mais c'est aussi un monde entre une administration, une direction et des enseignants. Au sein même du monde de l'enseignement, c'est aussi un écosystème d'emploi extrêmement vaste dans lequel les discriminations peuvent évidemment se déployer. Et donc le monde de l'éducation n'est pas exempt de discrimination. D'ailleurs, il y a eu récemment des études qui ont été faites et qui montrent comment dans l'accès au master, par exemple, il y a des biais discriminatoires envers les étudiants d'origine maghrébine et subsaharienne, ce qui se traduit par exemple par le fait que lorsque des demandes de renseignements sont formulées auprès des responsables de master, selon l'origine de la personne, le taux de réponse ne va pas être le même. Alors là, on peut penser que ça n'est pas forcément quelque chose qui serait conscient, mais il n'empêche que on est bien sur une discrimination, sur un traitement différencié, sur un biais qui est statistiquement établi et qui a des conséquences concrètes, puisque si vous n'avez pas des informations demandées, eh bien vous pouvez très bien abandonner le fait même de postuler dans le master en question. Donc le monde de l'éducation n'est pas exempt de pratiques discriminatoires, ce qui demande évidemment un travail sur nos propres représentations, un travail de réflexivité qui est d'autant plus essentiel dans un monde qui a un poids extrêmement important de par ses décisions sur les destinées sociales. Comment les élèves sont-ils orientés? Comment sont-ils notés? Comment les informations leur sont délivrées? Et encore une fois, au sein du monde de l'éducation, comment, entre collègues, ou en tout cas entre adultes qui composent la vaste famille de l'éducation nationale, les discriminations ne doivent pas avoir droit de cité. Alors justement, on a souvent coutume d'associer la laïcité comme un paravent contre justement les discriminations. On en fait justement un outil de lutte contre les discriminations. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi la laïcité peut permettre la lutte contre les discriminations? Alors, il faut dire que la laïcité est un concept qui synthétise d'une certaine façon, ou qui en tout cas est traversé par les différentes valeurs édictées dans le triptyque républicain. C'est évidemment
un concept fondé sur la liberté de croire, de ne pas croire, de passer de la religion à la non-religion, de passer d'une religion à l'autre, ou de se mettre à croire si on ne croyait pas. Bien. C'est également une loi de fraternité, puisque c'est aussi une volonté de mettre à l'écart les identités religieuses pour éviter des confrontations qui avaient ensanglanté la France, notamment au XVIe siècle et au XVIIe siècle, dans la lutte entre les catholiques et les protestants, et des auteurs comme Michel de Montaigne ou Michel de l'Hospital, qui étaient aussi des hommes politiques, avaient fait émerger à leur époque, le concept du camp des politiques. Il y avait le camp des protestants, le camp des catholiques, dont on voyait ce que ça donnait en termes de structuration de l'espace politique, à savoir beaucoup de morts. On estime qu'il y a quand même plusieurs centaines de milliers de morts liés à ces guerres de religion en France, ce qu'on a souvent oublié aujourd'hui. Et Montaigne ou de l'Hospital, eux, avaient fait émerger ce camp des politiques, c'est-à-dire ceux qui refusaient d'une certaine façon d'être dans des affiliations religieuses et d'être dans des confrontations sur la base de ces affiliations. Donc c'est une loi de fraternité, une loi de pacification de l'espace public, et c'est évidemment une loi d'égalité, dans la mesure où la laïcité est une loi qui dit aussi que, au-delà de la liberté de conscience qui va être reconnue, eh bien, tous les citoyens, quel que soit leur rapport à la question religieuse et plus généralement à la question spirituelle, eh bien, sont traités de façon égale par la République. Et que les religions ou les spiritualités, en tant que groupe, en tant qu'institution, eh bien, là aussi, théoriquement en tout cas, sont traités de façon égale, même si évidemment le poids, si on peut dire, de l'Église catholique en France a fait que cette religion, c'est quand même de fait, peut-être paradoxalement, puisque c'était celle qui était la plus en furie contre la loi de la laïcité, mais finalement s'en sort assez bien, notamment à travers le fait que c'est quand même l'État qui a la possession de tout le patrimoine religieux catholique, ce qui arrange bien aujourd'hui la religion qui voit ces lieux être mis à sa disposition par l'État. Bon. Mais c'est une loi, la laïcité, qui est en effet fondée notamment sur la question de l'égalité et qui doit donc faire en sorte qu'elle inspire les pratiques de celles et ceux qui s'en réclament. Si on est cohérent quand on s'affirme comme laïque, normalement on est un antiraciste. Ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement, parce qu'on voit comment certaines familles politiques, notamment réactionnaires, utilisent aujourd'hui le concept de laïcité pour en faire une arme de guerre contre des groupes dans la société, et notamment les arabo-musulmans, dont on voit qu'ils sont une forme d'obsession pour ces familles politiques. Mais la laïcité, en tant encore une fois qu'elle est fondée sur le principe d'égalité également, est une loi qui doit inspirer, qui commande d'être dans des pratiques non discriminatoires, et donc, en ce qui me concerne, par rapport au champ qui est le mien, à des pratiques antiracistes. Vous avez parlé d'une forme de récupération du principe de laïcité par certains groupes politiques, et je suppose que vous visiez particulièrement l'extrême droite, que vous pourriez nous dire un petit peu plus sur cette instrumentalisation de la laïcité. Il faut savoir que l'extrême droite, traditionnellement, est une ennemie de la laïcité. Quand le maréchal Pétain lance sa révolution nationale, un de ses axes, c'est notamment la revanche sur la loi de 1905. Parce que, en réalité, l'extrême droite, ce qu'elle promeut, ça n'est pas tant la laïcité, qu'elle a pendant très longtemps officiellement condamnée, mais c'est la catholicité. C'est le retour d'un régime dans lequel la France doit retrouver, dans une tradition maurassienne bien établie, doit retrouver une connexion avec son identité profondément catholique. Et donc, on voit bien comment l'extrême droite aujourd'hui essaye évidemment de se débarrasser de ces oripeaux qui pourraient passer
comme étant ringard, comme étant renvoyant en plus à des revendications de catholicité qui n'étaient pas exemptes d'antisémitisme, et de ce point de vue-là, la revendication de l'antisémitisme d'État par Maurras en est un bon exemple. Et donc l'extrême droite essaye aujourd'hui de concilier d'une certaine façon la défense d'une tradition catholique avec le concept de laïcité en le détournant de ce qu'il est. Et en fait, la laïcité, dans le registre de l'extrême droite, devient une arme de guerre contre les populations arabo-musulmanes, et la laïcité, à travers la mise en scène des entorses qui peuvent effectivement parfois exister à l'égard des principes d'organisation laïque, eh bien, la laïcité va devenir une occasion non pas de promouvoir cette philosophie de la pacification de l'espace public et de l'affirmation d'une liberté de conscience, mais au contraire va devenir une arme de guerre contre des groupes dans la société que l'on va ainsi stigmatiser en laissant entendre que la laïcité, qui serait une part d'identité de la France, eh bien, serait une identité à laquelle certains groupes ne pourraient pas accéder, et notamment des groupes qui sont venus de l'autre côté de la Méditerranée et vis-à-vis desquels il y a une volonté de les construire en bouc émissaire des difficultés sociales que peuvent rencontrer toute une série de Français, ou en exemple, ou en facteur, même plus exactement, d'une dissolution de l'identité française depuis l'intérieur de notre pays, du fait de ces populations que l'on aurait eu la naïveté de laisser rentrer et d'en faire des citoyens, génération après génération. Donc il y a très clairement une forme de manipulation, de récupération du concept de laïcité qui concerne l'extrême droite, mais qui va parfois bien au-delà de l'extrême droite. On le voit dans la façon dont la question de la laïcité envahit régulièrement l'espace public à travers des polémiques récurrentes. On voit la façon dont Jean-Michel Blanquer, par exemple, n'a eu de cesse pendant des années de mettre en scène les atteintes à la laïcité au sein de l'éducation nationale, en sortant des chiffres qu'évidemment il faut toujours rapporter au nombre de personnes qui sont concernées par l'éducation nationale. Enfin, on est quand même sur plus de 10 millions, 11 millions, 12 millions d'élèves. On est sur 1 million de personnes qui appartiennent au personnel professionnel. Et évidemment, quand on est sur des ministères qui constamment font des baromètres, demandent qu'il y ait des remontées, publient des chiffres, en s'offusquant à chaque fois qu'il y ait des entorses au principe de laïcité, on voit bien qu'en réalité, le problème, ou la volonté, ça n'est pas tellement de faire en sorte que la laïcité soit davantage respectée, c'est de faire en sorte de dire qu'il y a un problème récurrent que l'on n'arrive pas à résorber. Et ce problème récurrent que l'on n'arrive pas à résorber, ce serait, que cela soit dit comme cela ou pas, le fait qu'il y a des personnes de culture ou de confession musulmane qui fréquentent l'école et qui aujourd'hui essayent d'imposer leur ordre au reste des groupes au sein des écoles. Et donc là, on est vraiment dans des phénomènes d'essentialisation, de stigmatisation, qui prennent le masque de la laïcité pour pouvoir s'exprimer, mais qui sont totalement contraires à l'esprit de la laïcité. Alors justement, vous parliez de la laïcité récupérée, la laïcité détournée, la laïcité instrumentalisée, et vous disiez en préambule, être laïque, c'est être un antiraciste. Alors justement, comment on combat en tant que laïque et en tant que promoteur du principe de laïcité, comment est-ce qu'on combat dans la société les discriminations efficacement? Alors, combattre les discriminations par le biais de laïcité, ce serait combattre certains types de discrimination, à savoir qu'il faut rappeler que la laïcité est une loi qui ne fait pas de hiérarchie entre les personnes en raison de leur croyance ou de leur non-croyance. Et que la concentration des débats passablement malveillants sur certains groupes dans la population, et encore une fois, plutôt les groupes arabo-musulmans, c'est une entorse à la laïcité. Donc il faudrait aussi
remettre, si je puis dire, pleinement le sens de la laïcité en avant, pour montrer que ceux qui, au nom de la laïcité, s'en prennent systématiquement à des groupes en les fragilisant, en remettant en cause le fait qu'ils pourraient appartenir pleinement à la société française, sont des personnes qui luttent contre la laïcité et contre ce qu'elle est censée instaurer dans notre société. Ensuite, pour d'autres types de discrimination qui ne seraient pas sur une base de la question de la religion, la laïcité peut être utile dans la mesure où elle peut être un point de référence aux dynamiques de traitement égalitaire entre les individus, qui est précisément ce que l'on essaye de promouvoir lorsque l'on lutte contre les discriminations, de rappeler la centralité d'un traitement égal entre les individus, fondé sur l'affirmation notamment d'une égalité juridique entre les citoyens, et même d'ailleurs entre les nationaux et les étrangers très largement, ce qui aujourd'hui est très fortement remis en cause, et qui là aussi est à rebours en réalité d'une logique de laïcité bien comprise, hein, même si historiquement la laïcité n'a pas toujours été, enfin, ou en tout cas le camp laïque n'a pas toujours été l'allié de la promotion de l'égalité des droits. Hein, il faut notamment se souvenir, et c'était déjà une contradiction, que le Parti radical, par exemple, a été un parti qui s'est opposé pendant très longtemps au droit de vote des femmes, sous le prétexte que les femmes étaient influencées par les curés, et que donc, si on leur accordait le droit de vote, ça risquait de déplacer le curseur politique vers des forces politiques davantage traversées par la référence à la ressource religieuse. Ce qui fait d'ailleurs que la France est quand même un pays qui a accordé très tardivement le droit de vote aux femmes par rapport à plein d'autres pays où il avait été accordé avant, et bien après des déclarations du pape qui demandait que les femmes aient le droit de vote. Et donc la laïcité a parfois, dans la façon dont elle a été promue, manqué singulièrement de cohérence par rapport à ce que sont ses fondements, qui encore une fois incluent la question de l'égalité de traitement. Alors justement, la laïcité, revenons à son essence, et vous parliez donc d'un principe qui doit être rassembleur, d'un principe qui prône une neutralité de l'État justement pour pouvoir réunir le plus grand nombre et puis préserver une forme de paix sociale. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que justement les diversités apportent à la République et à l'école républicaine? Alors, d'abord, toute société est nécessairement diverse, et notamment les sociétés, en tout cas modernes. Les sociétés sont traversées de diversité, ne serait-ce que parce que nous sommes dans des sociétés où nous sommes tous plus ou moins spécialisés dans des fonctions professionnelles. Donc déjà, il y a une diversité même des fonctions que nous occupons au sein de la société. Le deuxième élément, c'est que Lévi-Strauss le montrait d'ailleurs très bien, des sociétés qui ne seraient pas dans un rapport à d'autres cultures seraient des sociétés qui risqueraient de dépérir, de mourir, en étant finalement des sortes de sociétés qui tourneraient sur elles-mêmes et qui seraient incapables d'innover, de penser différemment, de prendre ce qu'il peut y avoir de meilleur dans d'autres conceptions de la société, dans d'autres formes de techniques, etc. Et qui, on le sait, sont des rencontres qui peuvent être extrêmement fructueuses en termes de progrès dans la société. Donc, le fait d'avoir une ouverture, si je puis dire, sur le monde est de toute façon quelque chose d'extrêmement précieux. Le deuxième élément, c'est que la diversité, ce que l'on appelle diversité, notamment en matière d'origine, au-delà d'apporter des éléments culturels qui peuvent être tout à fait intéressants, en termes de conception du monde même, contrairement à ce que pourrait dire parfois, ou à ce que pourrait laisser entendre une conception qui se présente comme universaliste, mais qui en fait est essentiellement et même exclusivement européocentrée. Cette diversité, elle est aussi présente par les populations qui composent la France. Et là,
être dans un rapport d'agressivité, dans un rapport de défiance, dans un rapport qui consisterait à dire que nous ne sommes pas égaux entre citoyens qui sommes présents ici en raison de nos origines ou de n'importe quel autre critère. C'est une trahison de l'esprit de la République et c'est, on le sait parfaitement, un affaiblissement de notre pays. Un affaiblissement parce que, on pourrait dire d'ailleurs, moi qui suis aussi enseignant en économie, si vous discriminez des personnes dans l'accès à l'emploi, ça veut dire que vous ne mettez pas les personnes les plus adaptées au poste que vous devez pourvoir. Et donc, et ça a été déjà quantifié par toute une série d'études économiques, eh bien vous perdez en capacité à créer des richesses. Donc les discriminations, ça coûte de l'argent, ça fait perdre de l'argent. Le deuxième élément, c'est que si on accepte les discriminations, qu'on n'est pas capable de faire place à des personnes, à des profils différents, ça veut dire que l'on instaure un fonctionnement de la société dans lequel il est normal, en vertu de critères, de traiter les gens différemment. Mais ce que l'on trouve normal pour certains groupes, est-on sûr qu'un jour, soi-même, on ne fera pas partie d'un groupe qui arbore un critère sur lequel la société se mettrait à dire « Tiens, en fait, ce groupe-là, eh bien, il est tout à fait normal de le discriminer. » Et donc, être dans l'acceptation de la diversité de la société, c'est aussi parfois, dans un rapport là peut-être très égoïste, mais se protéger soi-même, parce que lorsque l'on accepte des matrices discriminatoires ou des matrices de la haine, ce sont des modes de fonctionnement et de réflexion qui peuvent à un moment donné vous frapper vous-même. Et enfin, on pourrait dire que être dans le refus d'un traitement discriminatoire, et d'être au contraire dans l'acceptation ou dans l'affirmation de l'égalité et dans l'acceptation que la France est aujourd'hui un pays extrêmement diversifié, comme il l'est depuis d'ailleurs extrêmement longtemps, c'est aussi faciliter des belles rencontres. Dans un pays raciste et structuré par le racisme, de fait, vous limitez vos propres horizons. Vous ne pouvez pas rencontrer l'autre. Parce que peut-être que dans les groupes que vous ne voulez pas rencontrer ou que vous n'osez plus rencontrer parce que cela vous coûterait cher, peut-être que c'est là qu'est l'amour ou l'amitié ou des collaborations fructueuses. Et enfin, on pourrait dire que l'acceptation de la diversité, c'est aussi ce qui permet l'absence de tension au sein de la société, l'absence de logique un peu de guerre civile, qu'au contraire, tous les ennemis de cette diversité nous promettent. On voit comment les courants accélérationnistes disent de toute façon il y aura une guerre civile, et d'ailleurs autant la provoquer tout de suite en faisant des attentats pour exciter tout le monde et faire en sorte que les blancs, les noirs, les arabes, les juifs, etc. se foutent sur la gueule pour qu'on puisse enfin se débarrasser de ces groupes minoritaires qui n'ont rien à faire dans notre pays. Donc je pense qu'en matière d'apport culturel, en matière d'horizon de vie, de potentialité, en matière de paix civile, la question du rapport à la diversité est une question évidemment importante, centrale, et il ne faut pas laisser les agents du chaos en la matière, c'est-à-dire les agents du racisme, de la haine, l'emporter, parce que ce serait un formidable affaiblissement de notre pays, et ce serait une réduction de nos propres horizons de vie, et ce serait enfin des promesses de guerre civile qui, je pense, feraient de nous toutes et nous tous des perdants de cette situation qui fait saliver beaucoup de personnes comme une perspective enviable, mais je pense qu'aucun pays qui a été traversé par des paix civiles ébranlées ou par des logiques de guerre civile ouverte ne s'en est jamais satisfait. C'est peut-être qu'il y a une raison. Alors justement, dernière question, Dominique Sopeau. Par rapport à tout ce que vous disiez, les discriminations, une véritable arme de guerre utilisée par des agents du chaos, comme vous les appelez, et notamment en particulier, on voit bien que vous ciblez l'extrême droite dans ce combat du tous contre tous. Et à côté de ça, la laïcité, que vous avez rappelé comme principe rassembleur, qui se voulait en 1905 une loi de concorde et donc d'apaisement. Est-ce que justement on peut, vous pouvez formuler un souhait
voilà, qu'est-ce qu'on peut espérer pour notre pays et en vue d'une amélioration du contexte social. Alors, si on reste sur les questions de laïcité, ce qu'on pourrait souhaiter, c'est que toute une série de groupes qui prétendent tous les 4 matins défendre la laïcité, peut-être lèvent un peu le pied, dans la mesure où, vous savez, il y a beaucoup de personnes dans ce pays qui prétendent défendre la laïcité. Beaucoup de ces personnes, je les mets au défi de me présenter une seule fille ou un seul garçon qui, après les avoir entendus parler, s'est dit « c'est bon, je suis plus laïque après votre intervention qu'avant votre intervention ». Quand on intervient à SOS Racisme, je pense que quand on parle de laïcité, quand on quitte la pièce, les gens sont un peu plus laïques qu'ils ne l'étaient auparavant s'il y avait un doute sur ce concept, qui n'est d'ailleurs pas si évident que cela à saisir, et c'est normal d'ailleurs que les jeunes soient en interrogation. Donc je pense que lorsque l'on prétend mener des combats, il faut quand même juger de son efficacité lorsqu'on parle aux gens. Quand on crée de la désaffiliation par rapport à des principes d'organisation de la République, c'est peut-être qu'on en parle mal, et peut-être que, malgré soi, vais-je dire pour être gentil, on véhicule quelque chose d'une malveillance ou d'une peur vis-à-vis de groupes dont on pense qu'il faut leur faire bouffer de la laïcité comme on nourrirait une oie à engraisser. Si on veut que ça aille mieux dans ce pays, peut-être qu'il faut cesser d'avoir peur de certains groupes. Et qu'en fait, non, les Arabes, les musulmans, les Noirs, les immigrés, les Juifs ne sont pas des groupes qui complotent tous les 4 matins pour détruire la civilisation française. Et cette pensée que je viens d'exprimer est une pensée qui est ouvertement exprimée à l'extrême droite, évidemment, qui en fait son lit, qui en fait son fondement politique bien souvent, mais c'est en fait, je pense, une inquiétude qui traverse bien plus largement les forces politiques françaises, qui sont dans un rapport, me semble-t-il, bien trop angoissé vis-à-vis des populations minorisées dans notre société et minorisées sur une base de l'origine, et que un rapport plus serein à ces groupes peut-être leur permettrait de voir le monde quelque peu différemment et devrait utilement à la lutte contre les discriminations et à la promotion de l'égalité, qui, si elles ont été aussi timides ces dernières années, y compris lorsque la gauche était au pouvoir, n'est sans doute pas totalement décorrélée de ces angoisses ou de ces peurs qui ne s'expriment souvent que très marginalement, mais que l'on peut voir ci et là affleurer dans les discours, dans les postures, dans les pratiques ou dans ce qui n'est pas fait lorsque telle ou telle famille politique a la gestion des pouvoirs publics. L'UNSA Éducation vous remercie de votre écoute et d'avoir participé avec nous à la commémoration de la loi de la séparation de l'Église et de l'État du 9 décembre 1905. Nous remercions également Lilian Thuram et bien sûr Dominique Soupeau d'avoir répondu à nos invitations. L'UNSA Éducation, c'est 23 syndicats qui représentent tous les métiers de l'éducation, de l'enseignement agricole, de la jeunesse et des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la culture, et qui vous accompagnent tout au long de votre carrière. Car pour notre fédération, c'est ensemble que nous pouvons faire la différence.